Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire d'ufologie assez étrange qui s'est déroulée au Zimbabwe en 1994. Prenez un petit verre de lait, un cookie et installez-vous confortablement pour écouter ce récit étrange. Dans la quiétude d'un matin de septembre 1994, un événement inexplicable vint troubler la sérénité d'une école rurale. Plus de 60 enfants de l'école Ariel, nichés dans la paisible région agricole de Ruwa, non loin de la capitale Harare, furent les témoins d'un phénomène extraordinaire. Un objet argenté, tantôt décrit comme un engin flottant, tantôt comme un disque en suspension, descendit du ciel pour se poser dans un champ adjacent à leur cours de récréation. De cet engin, énigmatique émergèrent des êtres vêtus de noir, aux yeux perçants et envoûtants. Ces entités communiquèrent par télépathie, délivrant un message d'avertissement sur la dégradation environnementale et les méfaits infligés à la planète par l'humanité. Cet épisode mystérieux est devenu l'un des cas d'OVNI les plus débattus de l'histoire moderne. L'histoire de la rencontre de l'école Ariel a captivé à la fois les croyants et les sceptiques, suscitant des débats passionnés. Pour les ufologues, elle constitue une preuve convaincante de la visite d'extraterrestres, tandis que pour les universitaires sceptiques, ils la rejettent comme un simple cas d'hystérie collective. Plus de 2 décennies plus tard, ce mystère continue de flotter dans l'espace liminal entre fées et folklore, nourrissant les spéculations et les interrogations. Revenons sur cette étrange affaire. Ruwa, en 1994, était un havre de tranquillité, parsemé de fermes et de maisons modestes. L'école Ariel se distinguait dans ce paysage rural, offrant un cadre privilégié aux enfants de familles aisées, principalement des Zimbabwéens blancs ayant des liens avec Harare. Les terrains bien entretenus de l'école, avec ses piscines et ses cours de tennis, reflétaient son prestige. Mais un matin du 16 septembre, quelque chose vint briser les routines ordinaires de cet environnement isolé. C'était pendant une récréation au milieu de matinée que 62 enfants, âgés de 6 à 12 ans, vécurent ce qu'ils décrivent ensuite comme une rencontre avec l'inexplicable. Les enseignants, réunis à l'intérieur pour une réunion, laissèrent les enfants à leur jeu et bavardage. C'est alors qu'un groupe d'entre eux aperçut un ou plusieurs objets argentés descendre du ciel et se poser dans un champ, juste à l'extérieur de la cour de l'école. L'événement se déroula sur environ 15 minutes, et son impact résonnèrent pendant des décennies. Les descriptions des enfants variaient dans les détails, mais partageaient des éléments communs. Certains virent plusieurs disques, d'autres un seul, et la plupart décrivirent des figures humanoïdes vêtues de noir, avec des longs cheveux noirs et de grands yeux allongés. Ces êtres, affirmèrent les enfants, communiquaient par télépathie, délivrant alors un message d'avertissement sur le traitement irresponsable de l'humanité envers la Terre. Lorsque les enfants retournèrent en classe, ils partagèrent leurs histoires avec les enseignants, qui les rejetèrent comme des imaginations débordantes. Mais l'agitation des enfants ne s'apaisa pas. Ce soir-là, ils racontèrent l'expérience à leurs parents, dont beaucoup furent alarmés par la cohérence et la conviction de leurs enfants. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement, atteignant finalement Cynthia Hind, une enquêtrice locale, sur les ovnis. Hind est rédactrice en chef de UFO Afrique News et représentante africaine du Mutual UFO Network, autrement dit le MUFON. Elle arriva à l'école Ariel quelques jours plus tard. Elle interviewa les enfants en petits groupes et recueillit des dessins qu'ils avaient faits de ce qu'ils avaient vu. De nombreux croquis représentaient des soucoupes volantes classiques, des objets en forme de disque avec des dômes et des pieds d'atterrissage. D'autres incluaient des figures humanoïdes avec leurs yeux étrangement grands. Hind furent frappés par la cohérence de leurs récits, malgré les différentes origines culturelles des enfants. Son enquête relia également l'observation de l'école Ariel à un contexte plus large. 2 jours avant l'incident, une boule de feu semblable à une météorite avait traversé le ciel nocturne, visible dans toute l'Afrique australe. Des astronomes l'identifièrent comme la rentrée dans l'atmosphère de la fusée Zénith 2 du lancement du satellite Cosmos de 1290. Alors que certains attribuaient la boule de feu à un phénomène naturel, d'autres y voyaient un présage des étranges événements de Ruwa. Les stations de radio locales avaient été submergées
de signalements d'ovnis dans les jours précédant l'incident de l'école, contribuant à une vague de folie des ovnis dans la région. L'histoire attira l'attention internationale lorsque le Dr John Mack, psychiatre à Harvard et auteur lauréat du prix Pulitzer, se rendit au Zimbabwe 2 mois plus tard. Mack avait déjà acquis une réputation controversée pour ses recherches sur les enlèvements par des extraterrestres, qu'il croyait être des expériences authentiques, défiant les limites de la compréhension humaine. Les entretiens de Mack avec les écoles d'Ariel furent filmés, préservant leurs souvenirs vivides. Dans l'un d'eux, une fille décrivit des êtres avec des yeux comme maléfiques, expliquant qu'ils semblaient transmettre une intention dérangeante. Un autre enfant dit que le regard de l'être communiquait de l'intérêt, comme s'ils étaient étudiés. Lorsque lui demanda comment les yeux télépathiques étaient transmis, un élève répondit « C'était juste des yeux ». Mack conclut que les témoignages des enfants étaient sincères et cohérents avec d'autres récits qu'il avait documentés dans le monde entier. Mais l'implication de Mack suscita également des critiques. Ses méthodes interrogèrent les sceptiques. Elles étaient souvent biaisées et non scientifiques. L'activisme environnemental de Mack et sa croyance en les visites extraterrestres, affirmait-il, influençaient alors son interprétation des récits des enfants. De plus, ils avaient interviewé les enfants 2 mois après l'événement, leur laissant amplement le temps de discuter et de modifier éventuellement leurs histoires. Les critiques soulignèrent également que le thème d'un avertissement environnemental, central dans les conclusions de Mack, n'apparut qu'au moment de ces entretiens. Les rapports antérieurs de Hind n'avaient fait aucune mention de messages télépathiques. Les sceptiques proposèrent des explications alternatives à l'incident de l'école Ariel. L'une des plus notables était l'hystérie collective, un phénomène psychologique dans lequel un groupe de personnes partage des illusions ou des angoisses. Une étude publiée dans le Malawi Medical Journal nota que les cas d'hystérie collective ne sont pas rares dans les écoles africaines, souvent déclenchés par le stress ou des facteurs culturels. Une autre piste est l'influence des médias. Les médias zimbabwéens avaient largement couvert la rentrée dans l'atmosphère de la fusée Zénith 2, la présentant comme un événement ovni. Les écoliers d'Ariel, bien que décrits comme des Africains ruraux dans certains rapports, étaient en réalité issus de familles aisées ayant accès aux médias modernes. D'après les sceptiques, ça aurait pu influencer leur perception et façonner leur récit. L'enquête de Cynthia Hind fut également examinée de près. Elle avait interviewé les enfants en petits groupes, permettant aux autres d'écouter. Une pratique qui pourrait facilement conduire à une contamination croisée des récits. Bien que Hind insista sur la sincérité des enfants, les critiques soutiennent que les récits partagés pourraient avoir été le produit de questions suggestives et de renforcement par les pairs. En fait, que Hind aurait influencé les enfants. Mais malgré les controverses et les interprétations contradictoires, l'incident de l'OVNI de l'école Ariel reste un mystère durable. Certains des enfants aujourd'hui adultes continuent de soutenir leurs récits. Des témoins ont parlé de l'impact profond et durable que l'événement a eu sur leur vie. Dans une interview, un ancien élève admit vivre dans la peur du retour des êtres, décrivant une capacité troublante à sentir leur présence. L'affaire a également inspiré des documentaires, dont le film longtemps retardé de Randall Nickerson, qui présente des entretiens avec d'anciens élèves et des images d'archives du travail de John Mack. Les efforts ont ravivé l'intérêt du public, mais ils ont également mis en lumière le coût émotionnel que l'incident a eu sur ceux qui étaient impliqués. Comme pour de nombreux cas d'OVNI, la vérité sur ce qui s'est passé à l'école restera probablement insaisissable. Le moment de l'incident, au milieu d'une frénésie régionale d'OVNI déclenchée par la rentrée dans l'atmosphère de la fusée, offre un terrain fertile pour le scepticisme. Pourtant, les récits détaillés et cohérents des enfants, couplés à leur apparente sincérité émotionnelle, laissent alors place à l'émerveillement. Peut-être que l'aspect le plus convaincant de l'affaire à l'école Ariel est sa double nature à la fois comme phénomène culturel et comme expérience profondément personnelle. Pour les enfants qui l'ont vécu, l'événement a bouleversé leur vie, indépendamment de leurs origines. Il les a plongés dans un monde de mystères et d'intrigues, liant à jamais leurs enfances à l'une des histoires des ovnis les plus remarquables des années 90. En fin de compte, la rencontre de l'école Ariel nous pousse à confronter nos suppositions sur la réalité et l'inconnu. Qu'il s'agisse d'un cas d'hystérie collective, d'un canular ou d'une véritable rencontre avec quelque chose qui dépasse notre compréhension, elle sert de rappel de la fascination durable de l'humanité pour le mystérieux et l'inexpliqué. Comme l'a écrit un ancien élève,
C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Cela fait partie de qui je suis maintenant. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.